Bonsoir et bienvenue, merci de nous retrouver, vous êtes sur Face au présent. Nous parlons cet après-midi de comment faire survivre l'économie en temps de Covid-19. Cela est justement notre thématique. En temps de Covid-19, comment faire survivre l'économie? Bon, vous savez, c'est sûrement un peu compliqué chez vous parce que c'est compliqué un peu partout, de par le monde, en Europe, en Afrique, en Asie et peut-être même, vraiment partout. C'est un peu compliqué. Au Gabon, la question se pose quand même particulièrement. On a un peu vu les rappels à l'ordre, les décisions, parfois des sanctions à l'endroit de ceux-là qui n'ont pas nécessairement suivi les mesures gouvernementales. Mais bon, on se demande toujours comment est-ce qu'on peut rester fermé, enfermé, confiné, lorsqu'en réalité on sait que tout le monde, sinon la majorité, fait dans l'informel. Du coup, l'économie, est-ce que ça suit, est-ce que ça suit pas? On en parle justement et on a sur le plateau un ami, lui c'est Raymond Ngou, doctorant en économie, spécialiste des questions d'économie publique. Voilà, il est inscrit à l'université Omar Bongo. De toute façon, on verra ça avec lui tout de suite. Pour faire le débat, il m'accompagne. Yves, bonsoir. Bonsoir, oui. Tu vas bien, Yves? Oui, je vais bien. Intéressant. Et Davila? Bonsoir, Davila. Bonsoir, oui. Tu vas bien? Ça va. D'accord. Bien, écoutez, simplement rappeler, parce que souvent pour des questions aussi sensibles et techniques, on a toujours besoin de l'analyse du coup d'œil et peut-être bien sûr de l'avis des techniciens, des spécialistes. Même on a adressé une demande, donc une invitation au ministère de l'économie qui jusqu'à maintenant est sans suite, en espérant qu'ils arrivent. Une demande, une invitation également à l'endroit du ministère de la promotion et de l'intégration de la femme en charge des solidarités nationales, tout en espérant aussi que ces derniers arrivent. De toutes les façons, c'est pour dire que sur Face au présent, on essaie de donner la parole à tout le monde pour que chacun essaie de s'exprimer selon la logique de son domaine et bien sûr la technicité, pourquoi pas, de ce qu'il y a à faire. Donc, on le disait déjà, on reçoit notre ami Raymond Ngou. Oh, Raymond, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien, Raymond? Ça va, ça va. Intéressant. Alors, toi, tu es doctorant en économie, en spécialité économie publique, c'est cela? Oui, oui, c'est ça. Comment ça se passe? Ça va, on essaye de faire du mieux qu'on puisse pour finaliser notre thèse en fait. D'accord. Voilà, et les questions économiques, est-ce que en ce temps de Covid-19, elles sont particulièrement vives chez vous? Bon, on est obligé, vous savez, de nous adapter, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une particularité avec la crise sanitaire donc du corona qui fait aujourd'hui office d'une crise économique, n'est-ce pas? Parce qu'elle touche à la fois un choc d'offres et un choc de demande. Or, les crises parfois récentes, n'est-ce pas, ou bien les crises anciennes ont toujours été soit une crise de choc d'offres ou une crise de demande. De demande. Voilà. D'accord. Rien que de bonnes choses, en tout cas, que tu nous diras. On va rappeler et préciser simplement que vous aurez bien sûr vos rubriques au rendez-vous. Zoom sur, on reviendra un peu sur le génie créatif en période de Covid-19 parce que ça nous a semblé justement pertinent de revenir sur ces éléments parce que à l'intérieur, on peut voir, comprendre, savoir, appréhender justement comment est-ce qu'il faut se réinventer en période de Covid-19 puisqu'on parle d'économie. Également, Burn News, et là, vous savez que l'actualité, il y a ces burns au Gabon, en Afrique et bien sûr ailleurs. Les informations sont assez chaudes. Bon, entre les crises, les conflits et tout ce que vous savez, et bien sûr toujours la crise sanitaire, avec la rouverture de certains, dans certains pays, le déconfinement total dans certains pays et le reconfinement finalement dans d'autres. C'est assez chaud, on verra tout cela avec notre ami Davila, du fait justement de l'absence de Morgane la diva qui est frappée par un deuil. Occasion pour nous déjà de
lui réitérer nos condoléances les plus attristées. Et enfin, la rubrique Instant Coach avec monsieur le coach Ralph Ngimbi. On verra justement l'intitulé du projet professionnel. On a vu la dernière fois comment est-ce qu'on pourrait comprendre, appréhender, cerner le projet professionnel, définition, objectif, stratégie, les moyens qu'il faut avoir pour mettre en œuvre un projet professionnel. Et là, nous aurons aujourd'hui finalement l'utilité, voilà, l'utilité du projet professionnel. De toute façon, on se retrouve tout de suite, c'est le débat. À tout à l'heure. Bien, de retour sur le plateau. Raymond, la question du Covid-19, est-ce qu'elle intéresse particulièrement les économistes? Naturellement, la question du Covid-19 intéresse les économistes, d'autant plus que c'est une crise en fait qui est, quand on parle de crise économique, c'est que ça touche l'aspect réel, notamment la production des biens et services, n'est-ce pas, et la consommation des biens et services. Donc ça devient une crise économique qui peut également se propager ou en crise bancaire ou financière. Bancaire voilà. Ou financière. Bon, il y a beaucoup de technicité dans ton langage. Tu le permets, le tutoiement, voilà. Donc, il y a beaucoup de technicité. Il faut essayer de donner à la mesure de tout le monde pour qu'on puisse nous cerner. On sait, par exemple, les amis, qu'au Gabon comme ailleurs, au Bénin, par exemple, le président disait c'est pas possible de confiner tout le monde parce que les gens y vivent le jour au jour de ce qu'ils gagnent au marché, dans la rue, etc., etc. Bon, il n'y a pas eu confinement là-bas. Est-ce qu'il y a eu confinement où, en tout cas, les conséquences sont là. Au Cameroun à côté et bien sûr ailleurs. Bon, on a vu un peu comment les choses sont en train de se repasser pour parler simplement du côté, par exemple, de la Chine. C'est dire que entre l'économie et la santé, il faut quand même finalement faire un choix. Yves? Ben, je ne pense pas qu'on peut choisir entre les deux. L'économie et la santé. Et les deux vont ensemble. Sinon, si on n'est pas en bonne santé, l'économie ne peut pas suivre. Et si on n'a pas d'économie, je ne pense pas qu'on puisse être en santé. Généralement, on parle de santé financière, de santé économique. Donc, tu vois qu'à partir de ce moment, il faut combiner les deux. Mais comment combiner les deux? C'est ça toute la question. Comment faire suivre l'économie en temps de crise sanitaire? Je crois que c'est tout l'enjeu du débat de ce soir. Exactement. Alors, en ce moment où on est en crise sanitaire, parce que c'est ce qui est visible, mais en toile de fond, c'est une crise économique qui se prépare certainement, ou bien qui est déjà là, parce que l'économiste, il a dit quelque part quand il s'est présenté. Mais je pense que pour faire suivre l'économie, il y aura pas mal d'éléments qu'il faut considérer. Pour faire survivre ou faire vivre? Bon, survivre et faire suivre l'économie surtout. Parce qu'on n'a pas qu'à attendre l'après-Covid-19 si tant est que cela peut arriver après Covid aussi rapidement. Mais il y a aussi le contexte Covid directement où il faut faire suivre l'économie pour que l'économie finalement survive. Donc, faire suivre l'économie, c'est déjà considérer, déjà connaître le type d'économie que l'Afrique a adopté, ou bien le Gabon en particulier. Et qu'est-ce qui dynamise, qui alimente l'économie gabonaise, par exemple. Et quand on regarde un peu le marché, on se rend compte que c'est sans risque de me tromper, il est là, l'économiste lui-même, mais c'est le secteur informel qui dynamise notre économie. Et quand on regarde le marché qui dynamise notre économie en termes de tout ce qui est qu'on peut enregistrer surtout de performance, sur les activités économiques qui sont, voilà. Au quotidien. Donc, si ce secteur secteur de l'informel est touché, parce que c'est ce secteur qui est pleinement touché lorsqu'on parle des activités non essentielles, alors c'est ce secteur qui est plus touché. Donc, à partir de ce moment, est-ce que l'Afrique a de fortes chances de faire suivre l'économie et de survivre, faire survivre son économie. Est-ce que finalement c'est une question? Bon. Est-ce que toi tu as une réponse, Davila? Après tout, en même temps, lorsqu'on parle de survie, je voulais déjà rebondir par rapport à cela parce que c'est bien beau de parler de l'économie en temps de crise, comment faire suivre l'économie après la crise. Mais moi, je pense que le débat, sinon l'enjeu même de tout un chacun, c'est plutôt la question de survie. C'est vrai, il faut faire suivre l'économie après cela. Encore que lorsqu'on mais là, nous sommes pendant, nous sommes en temps de Covid. Justement, nous sommes en temps de Covid. En temps de Covid, voilà. COVID. Et lorsqu'on parle de cela, c'est dire que la crise sanitaire actuelle
fait face à plusieurs réalités. Lorsqu'on parle de crise sanitaire, on parle bien évidemment du confinement, partiel ou total. Lorsqu'on parle de crise sanitaire actuelle, on parle bien évidemment de couvre-feu. Et par rapport à tous ces effets déjà, c'est carrément compliqué de faire suivre l'économie en cette période. Après tout, moi je voudrais quand même dire que l'essentiel n'est pas surtout au niveau de l'économie. Mais moi, je pense que le plus essentiel devrait plutôt être au niveau de la survie même des êtres humains. D'accord. Car on ne peut pas faire suivre une économie avec des bras cassés ou avec les personnes malades. Exact. Et je pense que tout l'intérêt aujourd'hui, ou du moins la priorité, c'est d'abord de chercher à survivre pendant et après le Covid, et après cela, on pourra réfléchir maintenant sur les questions économiques et autres. Intéressant. Il n'y a de richesse que d'hommes, disait quelqu'un, sans doute. Tout à fait, Jean Baudin. Très apprécié des économistes. Comment vous avez, dans le camp des économistes, accueilli, vécu la décision justement de tout fermer pour faire barrage au Covid-19? Bon, vous savez que, comme le disait si bien la demoiselle ou la dame, c'est qu'il faut comprendre qu'actuellement, avant même qu'on ne parle de crise économique ou bien des conséquences économiques par rapport à la Covid-19, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une crise sanitaire, n'est-ce pas? Qui dit crise sanitaire, c'est que ça met en danger d'abord les êtres humains. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut notamment partir d'un ensemble de décisions prises, n'est-ce pas, par les autorités compétentes, n'est-ce pas? Ces décisions nous ont permis, n'est-ce pas, de lutter d'abord contre, parce que c'est la propagation, la pandémie. Et avant de parler d'une éventuelle survie de l'économie, il faut d'abord sauver les hommes. Exact. Voilà. Donc, je crois que la décision a été prise. C'est un nombre de mesures, notamment la fermeture des activités jugées non essentielles par ces derniers. Et effectivement, le problème à ce niveau, ce qui va se poser, c'est que, comme le disait Adu, c'est que ce sont les petits producteurs, des petits commerçants, en fait, comme on va dire des débrouillards, si on peut parler en termes terre à terre, n'est-ce pas, qui subissent. Mais alors, vous allez voir qu'après ces mesures prises par les autorités, notamment le couvre-feu et la fermeture de ces activités, le président était revenu pour amener des mesures d'accompagnement qui viennent pour alléger un peu ces derniers. Bon, maintenant, est-ce que ces mesures ont atteint leur objectif? Point d'interrogation. C'est là où il y a débat. C'est là où il y a débat, effectivement. Voilà, effectivement. Parce qu'on ne va pas dire que c'est parce qu'il y a effectivement crise sanitaire qu'il faut tout bloquer. Puisqu'on voit ailleurs, c'est vrai que vous me direz que nous n'avons pas des mêmes moyens. Comparaison n'est pas toujours raison. Mais nous avons vu, tout le monde a vu et entendu qu'il y a eu une assiette de 250 milliards qui était allouée pour lutter effectivement et venir en aide à cette catégorie d'activité, n'est-ce pas? Donc il faut effectivement que les autorités, ou bien sinon les gouvernants, essayent de s'appesantir là-dessus et pour que les mesures prises puissent avoir un effet. D'accord. Voilà. Alors, c'est compliqué, on ne peut pas bouffer normalement comme on veut lorsqu'on n'a pas de pognon, d'accord? Ou lorsqu'on attend justement du pognon de quelqu'un qui fixe ce qu'on est censé avoir, c'est un peu compliqué. On peut pas, c'est vrai que tout est fermé, donc on ne peut pas se mouvoir nécessairement, mais la question par exemple d'essayer de sauver cette économie endormie pendant le Covid ou la Covid, je ne sais plus trop ce qu'on dit exactement, mais bon, pendant le Covid-19, on dira les deux de toute façon. Pendant le Covid-19, cette mesure ou ces mesures d'ordre économique, j'ai envie de dire, d'ordre économique qui ont été prises, notamment par le chef de l'État et tout ça, est-ce que vous avez, vous, l'impression que depuis environ 2 mois, ça suit son cours, ça atteint ses objectifs? Moi, je pense que déjà, il faut louer la décision qui a été prise par le chef de l'État, 250 milliards. C'est pas rien. Et dans les 250 milliards, c'était 225 milliards pour l'économie. Donc, essayer d'accompagner, de compenser les pertes des entreprises. Donc, répondre aux besoins urgents des entreprises en cette période-là. Alors, est-ce que la gestion de ces 225 milliards a produit
les effets escomptés. Bon, si il faut regarder ce qui, de façon, il faut constater la réalité. En fait, c'est pas rester dans les chiffres et la théorie, mais rester dans la réalité. Moi, je pense pas que ça produit l'effet escompté ou le résultat souhaité. C'est pas ça, parce qu'il y a eu quand même des plaintes. D'abord, au niveau de la prise en charge, par exemple, ce qu'on a appelé l'indemnité chômage. Il y a eu beaucoup de plaintes à cet endroit. Voilà. Il y avait la gestion parce qu'on faisait en même temps un pas au niveau social. Il y avait la gestion, par exemple, de la mesure sur la gratuité de l'eau et d'électricité. Il y a eu pas mal de plaintes à ce niveau. Voilà. Qui a été revu finalement. Hein, voilà. Donc, à partir il y a des compteurs désormais qui ne sont pas éligibles et tout ça. Justement, à partir de ce moment, on comprend tout le problème qu'il y a là. C'est vrai, peut-être qu'on veut sauver la grande économie, qui voudrait que le Gabon puisse toujours parvenir à régler les salaires, à payer les salaires. Les fonctionnaires, qui voudrait que les fonctionnaires. Voilà, les structures étatiques fonctionnent toujours. Bon, peut-être c'est la grande économie, mais au niveau de la petite économie, c'est-à-dire où on va toucher l'individu directement, qui est amoindri financièrement, économiquement, je ne pense pas que les mesures économiques prises ont eu des effets escomptés. Moi, à mon humble avis, je ne pense pas. Oui, ce qu'il faut également souligner, c'est pas seulement les petites économies, puisque nous voyons que le Gabon est une économie de rente. Exact. N'est-ce pas? Là, les recettes budgétaires, sinon de notre budget, en fait, si vous voulez, sont en partie à 80%, sinon 60%, dû à la vente du pétrole, n'est-ce pas? Bon, mais vous voyez que ça a déjà un impact, d'abord sur le plan national. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'un choc d'offres, n'est-ce pas? Vous voyez que ces entreprises-là subissent, n'est-ce pas, ce coût-là qui arrive, c'est-à-dire que c'est un frein auquel ils ne s'y attendaient pas. Donc là, on parle du baril qui aujourd'hui du Brent à $30. Vous voyez, ça, ce sont des estimations, parce que sinon ça doit être en dessous de ça. Donc vous comprenez que ça, là, ça aura un impact sur le budget de l'État. Donc il va falloir une loi de finances rectificative, n'est-ce pas? Parce que ce que l'État a prévu faire avant que la crise n'arrive, n'est-ce pas? Vous comprenez que l'État ne peut plus, les prévisions ne peuvent plus être les mêmes dues au coût, n'est-ce pas, et à l'impact même de cette crise, n'est-ce pas? Donc vous voyez qu'il n'y a pas seulement les petites activités ou les économies qui sont touchées, mais c'est un ensemble. C'est là où effectivement il faut voir l'importance des mesures prises. Est-ce que ces mesures vont aller à terme, sinon vont toucher les concernés? Bon, moi je prends un exemple très simple. Nous avons entendu récemment le président essayer d'alléger ceux qui, vous avez parlé là de l'économie informelle, ceux qui ont par exemple des bars, qui ont des restaurants, qui ne sont pas enregistrés, n'est-ce pas? Ces derniers, on ne va pas aussi les mettre en marge, puisqu'ils font aussi partie de l'économie, ils font fonctionner, tourner l'économie. Ce sont des consommateurs, vous comprenez? Donc si ça s'est fermé, vous comprenez que tout ce processus de consommation, ça baisse. La consommation baisse. Et si la consommation baisse, c'est la production qui a un coût. Parce qu'il faut produire en fonction de la demande. Et vous comprenez donc que si déjà la demande a baissé, qu'une entreprise ne va s'engager à produire. Donc vous comprenez que c'est pourquoi je vous dis, c'est à la fois un choc d'offres et un choc de demande. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, parce que lorsqu'on parle de réalité sociale, il faut le dire, c'est la raison pour laquelle beaucoup de Gabonais qui investissent dans l'économie informelle se plaignent. Et le gouvernement, en mettant en place des mesures d'accompagnement, s'est peut-être dit qu'il devrait alléger, n'est-ce pas, ce type de commerce. Mais le contraire, sinon la réalité s'est fait ressentir. Beaucoup continuent de se plaindre et je pense que malgré la crise sanitaire, si on veut réellement aider ces petits commerces-là et peut-être même l'économie de rente en général, je pense que peut-être le déconfinement serait peut-être la raison, sinon la solution pour pallier à ce problème. D'accord. Le déconfinement. Le déconfinement. Puisque nous sommes en confinement, beaucoup se plaignent. Il y a des mesures d'accompagnement, beaucoup se plaignent. Alors que faire? Peut-être envisager un déconfinement. Oui, mais vous voyez que le déconfinement, est-ce que nous avons les moyens de... déjà qu'avec le confinement, moi j'essaie de voir le taux de mortalité, de décès augmente.
de cas positifs surtout. Voilà, et si on va en déconfinement, nous savons tous que nous sommes en Afrique, où on ne respecte pas notamment tout ce qui est pris comme mesure barrière, comme mesure sanitaire. Nous sommes en Afrique, quelle précision. Oui, parce que vous savez, tout est d'abord une question de moralité, de mentalité. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi on vous dira aussi que le développement est d'abord mental, n'est-ce pas? Mais c'est justement parce que tout est question de mentalité que je suis d'accord, ou du moins je suis de ceux qui pensent que le déconfinement serait la solution. Sera la solution, parce que nous sommes en confinement pendant déjà plus de 3 mois là. Beaucoup se plaignent. Il y a le nombre de cas de contamination continue d'augmenter. Alors, est-ce qu'il faut continuer de rester confiné? Est-ce qu'il faut continuer de vivre en ayant à l'esprit que non, il y a le couvre-feu qui est là? En même temps, il y a beaucoup de Gabonais qui vivent dans l'informel, qui voudraient également faire suivre leur entreprise. Alors, et bien survivre, bien survivre, bien évidemment. Mais bon, moi, je pense que le gouvernement est certainement en train de travailler sur le déconfinement par rapport aux activités. De toute façon, il y a plein de rumeurs à cet effet. On part du 25 juin. C'est une rumeur, hein. Je dis c'est une rumeur parce qu'il y en a qui disent... Ça devait avoir lieu ce 25 juin, mais ça a été... ça devrait finalement... Vous savez que, monsieur Adjou, excusez-moi de parler direct. Bon, je ne suis pas responsable au gouvernement, mais je me dis quand même qu'il y aurait... C'est un risque. Par contre, vous voyez des mesures qui ont été prises, n'est-ce pas? S'ils mettent des études, sinon s'ils mettent en place des canaux de transmission tels que, par exemple, le port de masque, n'est-ce pas? Obligatoire. On associe les associations, les ONG, pour distribuer de façon gratuite aux populations ce qu'eux-mêmes ils ont appelé économiquement faible. C'est déjà quelque chose. Mais si maintenant il faut tout concentrer, je crois qu'il y a problème. Donc, avec sans de confinement, je trouve que, pour mieux, parce que nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de moyens comme des pays développés pour faire face, n'est-ce pas, à la crise. Maintenant, ce qu'il faut faire avec le peu qu'on a, essayer de mettre à disposition de manière efficace pour que ce qui a été déjà alloué puisse atteindre ces objectifs. Notamment la prise en charge des loyers, n'est-ce pas? Où en sommes-nous concrètement? Vous comprenez que ça aussi, ça va créer une autre crise, ça peut entraîner une crise sociale entre le locataire et son bailleur. C'est vrai qu'on a un peu vu ce sont des bailleurs qui ont viré leurs locataires et qui disaient bon, écoutez, moi je suis pas dans vos histoires, vous payez ma maison, vous sortez. Il y a des images comme ça qui ont circulé. Il y a des gens, on les a virés sans préavis, etc. Exactement. Vous voyez, il y a quelqu'un, donc ça fait double effet parce qu'il a d'abord loue une maison. Donc, il doit faire un contrat avec son bailleur. Et là où se trouve son activité. Bon, jusqu'à présent, je crois, du 12 mars à juin déjà, rien n'a encore été payé. Et tout cela, ça va entraîner, non seulement pour certains, fermer. Donc, le risque de perdre déjà leur petite activité. Vous comprenez? En temps de confinement. Et si on va déconfiner, ce monsieur n'a pas toujours réglé son loyer, là nous sommes à 3 ou 4 mois, c'est pas. Vous savez, vous n'êtes pas sûr que le bailleur également, qui lui aussi ne vit que de ça, parfois va accepter que ce monsieur continue son activité en période de confinement. Justement. Donc ces problèmes-là sont tels que dans les autres pays, les pays développés, parce que c'est quoi, il ne faut pas prendre du fait du copier-coller. Il faut on se contente du contexte dans lequel nous sommes. Il ne faudrait pas, parce que la France a déconfiné de sitôt, que le Gabon va déconfiner. Encore que ce n'est pas ce que le Gabon fait, parce que je crois que nos autorités prennent pleinement la mesure du moment. En même temps, Roy, Grégory et Yves, il faut quand même dire que, je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration du porte-parole du gouvernement, il y a un mois de cela, qui répondait justement à tous ces dires des Gabonais là, qui disent, ou du moins qui continuent de se plaindre en disant que c'est pas possible qu'on survive face à cette pandémie alors qu'il y a couvre-feu. Mais en même temps, le Gabonais, que dis-je, en même temps, le porte-parole du gouvernement était venu dire à travers les médias l'information selon laquelle si on ne suit plus en totalité les mesures barrières
si le gouvernement n'accompagne plus les Gabonais dans, par exemple, on a pris le cas des loyers tout à l'heure là, c'est simplement parce que le Grand Libreville a été donc déconfiné de manière partielle. Et ils se disent qu'en déconfinant de manière partielle le Grand Libreville, les Gabonais qui travaillent de manière informelle, ou du moins qui travaillent dans l'informel, ont cette possibilité-là d'aller vaquer à leurs occupations et pourquoi pas de subvenir à leurs besoins. D'accord. Bon, c'est peut-être, ça peut avoir son sens. Moi, j'ai envie d'intervenir sur la production et sur ce qui et sur les petits acteurs économiques. Voilà. Donc, vous savez, déjà, il faut dire qu'avant-hier et hier encore, j'ai suivi les opérateurs économiques à la télé qui disaient qui sollicitaient du gouvernement d'un allègement en termes de temps horaire, voilà, l'allègement donc faire qu'ils commencent des activités à 7h et terminent certainement à 19h, 20h ou bien 18h. J'ai suivi cet élément-là. Ça veut dire qu'eux, ils se plaignent. Ils n'arrivent plus à faire les mêmes recettes qu'auparavant. C'est vrai, il y a cette crise entraîne, comme tu disais, le choc d'offres et le choc de demande. Oui. Bon, maintenant, il y a aussi qu'il y a une demande qui est là, mais par rapport aux heures, ça ne peut plus... Finalement, la demande, elle vient de qui? Des commerçants ou plutôt des consommateurs? Des consommateurs. Des consommateurs. Oui. Mais il arrive parfois qu'on veut se procurer un produit, mais il est déjà 16 heures parce qu'il ferme à 15 heures. Vous voyez? Donc, on ne peut plus se le procurer. Donc, cette demande-là aussi est là. Bon, après moi, ce que je pense, c'est qu'on peut déconfiner pour ceux qui est ceux qui exercent dans le domaine économique, donc qui ont des activités économiques qu'on a jugé non essentielles. On peut déconfiner progressivement et tout en imposant des mesures barrières et en mettant progressivement, concrètement. C'est-à-dire que si on a par exemple ceux qui sont dans les bars, ceux qui gèrent les bars et ceux qui ont des salons de coiffure, on peut commencer par ceux qui ont des salons de coiffure et dire que quand on veut étudier, bon, c'est illégalement. Est-ce que vous prenez en compte le risque de propagation? Bon, je vous prends un exemple. Parce que si on déconfine, il faut se dire que bon, on va, même si tout le monde est contaminé, bon, pour nous, ça ne nous dit rien. Mais vous savez très bien que quand nous faisons des tours dans nos structures sanitaires, c'est horrible. Alors, donc, il sera mieux de minimiser, mais de toutes les façons, quand le risque de contamination. Mais vraiment, moi je pense que c'est un faux semblant de dire que ces secteurs sont fermés. Parce qu'en réalité, ça fonctionne. On sait que clandestinement, ça fonctionne. D'accord. Et sans mesure barrière. Est-ce que clandestinement, le virus va attendre le contaminer? Il ne contamine que parce que c'est officiel. Il y a des gens qui exercent dans ces activités dites non essentielles de façon clandestine. Et au Vieux Sud, allez-y voir ce qui se passe même au niveau de la Nationale 1. On a dit le Grand Libreville est géographiquement confiné. Voilà. Oui. Mais allez-y voir le trafic qu'il y a sur la route. Comment les gens voyagent et donc, comment se fait les sous. Vous comprenez que s'il y a trafic, c'est que, bon, comme je vous ai dit, c'est que les autorités compétentes ne font pas leur travail. Voilà, vous comprenez. C'est parce que ce qui est interdit est toujours interdit à son sein. Par exemple, les laissés-passer. Ce sont eux. C'est ça. Et comment vous allez me dire que dans un véhicule, on nous a dit qu'il y a 3 passagers, on se retrouve à 5. Le même véhicule, ça veut dire que l'auteur n'est pas aux passagers. Vous savez mais plutôt à ceux qui délivrent les vous savez combien les gens payent déjà pour de Libreville au Wellington, alors que c'était Minzik par exemple, c'était 10 000 francs, mais aujourd'hui c'est 50 000 la tête. Mais pourquoi c'est 50 000? C'est multiplié par 5. Multiplié par 5. Pourquoi c'est 50 000? Parce qu'il y a un trafic sur la route. Il faut payer les barrières. C'est ce que je dis justement. Voilà. C'est ça que je dis. D'accord. C'est parce qu'on a confiné. C'est parce que c'est pas officiel qu'on pratique officieusement et que ça prend ce temps. D'accord. Permettez-moi un instant, parce que Yves, tu disais tantôt qu'il faut déconfiner progressivement tout en ayant les mesures barrières. Comment par exemple, dans un bar, on peut avoir les mesures barrières? Comment dans un salon de coiffure, on peut avoir les mesures barrières, par exemple? Nous avons des types de bars qu'on appelle ACNAM GS, où quand même la salubrité est quand même de mise, où c'est quand même propre. Vous voyez? Ça veut dire que quand on va déconfiner cette activité-là, donc ceux qui sont les bistrots, les bars, comme on dit, alors on peut dire, au lieu de 4 par table banc, on peut désormais prendre 2 par table banc. Vous voyez? 2 par table banc, ça dépend de la taille du table banc. Ou bien chacun dans son table banc, ou bien on prend seulement de la boisson, on ne consomme pas sur place, pas plus peut-être sur un nombre de mètres carrés, pas plus de 10.
Vous voyez? Donc, la 11e personne, point, et va consommer chez elle. On peut appliquer cette mesure et là, ceux qui, les entités de régulation... On peut prendre la décision, mais est-ce que ça sera appliqué? Parce que les décisions, elles sont prises. C'est exactement... Les décisions sont prises. C'est à partir de ce moment que la loi doit agir. C'est exactement ce que vous-même, la loi doit agir. D'accord. C'est ce que vous-même, vous venez de dénoncer. On peut prendre aujourd'hui cette mesure. On dit, bon, déconfinement partiel, on commence par, comme vous avez dit, les macules, les bars, ou bien les débits de boissons et autres. Mais ce que le même trafic que vous dénoncez sur... le réseau routier. Ça va, ce sera la même chose. Et au niveau des bars, ce sera même pire. Vous voyez, où la personne peut faire semblant de fermer le truc alors qu'il y a 1000 personnes à l'intérieur. Vous connaissez, nous tous, on connaît quand les gens sont déjà dans... Mais à quoi bon continuer de faire semblant alors? Mieux on officialise concrètement, mieux on officialise pour éviter de tomber justement toujours dans la clandestinité dangereuse de la propagation pour la propagation. Bon, après... Est-ce que concrètement aujourd'hui, parce que clandestinement ça se fait, est-ce qu'on peut parler ou on peut craindre en réalité une crise économique? Oui, tout à fait. Est-ce qu'actuellement nous sommes là-dedans? Actuellement, bon, mais c'est ce que je vous disais tantôt. Oui. C'est-à-dire que le niveau de demande a baissé. Vous comprenez? D'accord. Parce que tout le monde n'est pas fonctionnaire, tout le monde n'est pas salarié. Mais on vient également de dire que les activités dites non essentielles continuent de vrai illégalement. C'est ça justement, vous comprenez, la mesure qui a été prise, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Mais est-ce qu'elle est appliquée? C'est là où il y a problème. C'est-à-dire que la mesure qui a été prise, c'était pour couvrir ce manque à gagner, n'est-ce pas? Pour essayer de maintenir le niveau de consommation, dans le niveau de demande, n'est-ce pas? Mais si c'est appliqué, je vous dis qu'on n'a pas à craindre. D'accord. On n'a pas à craindre. C'est-à-dire que celui qui a son bar, si chaque fin du mois, comme on avait dit, il devait mettre allouer une petite subvention de 80 000 francs, vous voyez, ce dernier va toujours maintenir son niveau de consommation. Sinon, il peut le réduire. Mais ce n'est pas parce qu'on aurait déconfiné, n'est-ce pas, que l'activité va aussi de facto reprendre. C'est ce que je vous disais, que par exemple, là, la personne va aller ouvrir. Mais est-ce que vous êtes sûr que le bailleur va accepter que ce dernier recommence son activité, le cas des bars, sans qu'il n'ait payé les mois de loyer des aérés? Vous comprenez donc? Donc tout cela va nous amener toujours dans un cercle vicieux, nous connaissons, donc ça va nous entretenir toujours dans cette petite crise, bon pas petite. Alors un cas pratique, petite crise économique ou crise économique. Un cas pratique pour répondre à ta question, la Société des brasseries du Gabon, Sobraga, que tout le monde aime bien. D'accord. En tout cas, j'ai un ami là-bas qui disait un ami qui travaille d'ailleurs, il disait que de leur côté, tout est bloqué. Donc ils continuent de produire. D'accord. Il continue de produire, mais tout ce qu'il produit est mis de côté en attendant l'officialisation de... Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de péremption. Est-ce que c'est vrai? Parce que... Oui, mais après tout, on se demande comment faire suivre l'économie si l'on sait que tout ce que l'on produit est mis de côté. On voit les voitures. Oui, c'est vrai qu'on voit les voitures, mais ce n'est peut-être... C'est par rapport à tout ce qui se fait, mais comment dire, l'offre et la demande n'est plus comme avant. Naturellement. Voilà, donc c'est pour dire que vous me direz quand même pas que c'est à l'insu des responsables de cette entreprise que les boissons sont distribuées, c'est pas possible. Juste lorsqu'on parle de la distribution de manière clandestine, c'est avec le chef, bien sûr. Mais c'est dire simplement que tout ce qui est produit actuellement n'est plus à la hauteur de ce qui était avant. Mais après à côté, c'est bien de dire la demande n'est plus vraiment ça, mais il y a aussi de la surenchère. Et on perd le pouvoir d'achat, on l'a plus trop parce que sur le marché, les produits aussi ont pris un certain... sont devenus coûteux, un peu chers. À la gare routière, je faisais un tour pour chercher un téléphone. On m'a dit, ce n'est plus à ce prix-là parce que ça devient difficile pour se procurer cela depuis parce qu'ils prennent ça de l'extérieur. Donc, pour que ça arrive ici, c'est toute une transaction, c'est compliqué. Donc, à partir de ce moment, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de perdre certains produits sur le marché? Et pourtant, le ministre du Commerce nous disait qu'il n'y aura pas de rupture de stock parce qu'ils vont tout gérer. Les biens de ce genre, c'est-à-dire la marchandise, sera toujours fournie à gogo chez nous. Donc, mais comment comprendre que
sur le marché, on nous dit que les prix ont changé parce qu'ils deviennent très difficiles. Le prix du transport également. Il y a des petits tronçons et tout ça qui désormais ont doublé de coûts, de prix et tout ça, ou parfois triplé. Pour rien du tout, on vous dit désormais c'est parce qu'on n'en prend que 2. Bon, comment on paie tout ça? Finalement, c'est une sorte de pression économique que subit le consommateur. Parfois, il a du mal à gérer. Comment le consommateur et le producteur sont tous touchés. Vous savez, lorsque le producteur, c'est celui que je peux appeler l'offre, ce sont des entreprises. Très bien. Vous comprenez, ce sont eux qui produisent. Ils ne peuvent plus augmenter leur capacité de production, vous comprenez. Ça veut dire qu'ils vont tourner au ralenti. Premièrement, ils peuvent tourner au ralenti, notamment, c'est pourquoi je vous parlais, par exemple, ça a un impact sur le plan international. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui dépendent de certains produits extérieurs, vous comprenez, qui aujourd'hui ne peuvent pas rentrer. Donc ces entreprises vont tourner au ralenti. Alors, ceux qui consomment, dont le consommateur, les ménages qu'on appelle, il parlait de pouvoir d'achat, ce sont ceux-là qui ont le pouvoir d'achat, qui vont aller acheter. Donc ça, c'est du côté de la demande. Vous allez comprendre que ces derniers, effectivement, la rareté des produits sur le marché, donc certains produits vont disparaître, vous comprenez, ou bien il n'y aura plus une bonne quantité, donc les prix, il y aura une certaine inflation, donc l'augmentation soutenue des prix. Comprenez? Donc, mais tout une augmentation, il faut rappeler quand même qu'il y a eu pendant un moment une certaine réglementation sur certains produits. Mais ça va être une augmentation non contrôlée. Bon, moi je dis, effectivement, l'État ne pourra, le régulateur ne pourra plus, puisqu'il n'est pas sur le terrain. Et finalement, qui devient réellement la victime de ce système? Ça revient à ce qu'on dit. Et on se retrouve entre vous et moi. Moi je veux un produit, donc je suis obligé. Nous prenons un exemple. Voilà un exemple de transport dans le service. Moi, je veux me rendre à l'hôpital, je ne vais pas attendre un taxi à 200 francs, alors que je peux proposer 1000 francs et m'amener. Vous comprenez? Donc, il y a ces cas-là qui font que, c'est vrai, le régulateur, lui, il est là, il sait qu'il a fixé le taxi, 1 kilomètre, c'est peut-être 100 francs, mais sur le terrain, c'est autre chose. La réalité, elle est tout autre. Voilà. Donc, ce sont ces questions-là, et c'est cet ensemble de choses qui fait en sorte que ces autorités compétentes, n'est-ce pas, puissent mettre certains canons, n'est-ce pas, qui... Mais est-ce que aujourd'hui, environ 3 mois après le début de cette affaire, c'est maintenant qu'il faut penser à mettre ces canaux-là, lorsqu'on sait quand même qu'aujourd'hui on est ouvert à tous les abus possibles? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut penser ou c'est ce qui nous amène à la situation qu'on dénonce tout à l'heure, où les gens vont ouvrir en cachette, parce que tout ce qui a été pris comme mesure, les gens ont entendu, et rien n'est arrivé. Il y a eu des défis, on a défié l'autorité, il y en a qui ont ouvert. Donc la personne ne va pas attendre alors que ce dernier doit nourrir ses enfants. Donc concrètement, en temps de Covid-19, on fait comment pour faire survivre l'économie? On désobéit ou simplement on applique et on attend le déconfinement? Désobéir, je ne dirais pas qu'il faut désobéir. Ce qu'il faut dire, c'est de demander, n'est-ce pas? Il y a un comité de suivi de Covid-19 de Corona. Donc, que ces derniers, n'est-ce pas, et le ministre de l'économie, de tutelle, le ministre des autres, prennent, n'est-ce pas, des mesures. Les mesures sont déjà prises, qui mettent tout simplement en place ou en application, en applicabilité, ces mesures-là pour qu'on ne retrouve plus ces trafics-là qui se font dans le noir. Voilà, D'accord. Bon, on va peut-être rappeler un petit peu parce qu'après il y a la question. Par exemple, des distributions des kits alimentaires ou encore des bons d'achat, je crois que c'est comme ça que ça se dit, etc. Là-dessus, vraiment, il y a eu plein de trucs et c'est important d'en parler parce que c'était un temps soit peu pour trouver des solutions aux problèmes, le problème de cette crise économique dans les ménages que les mesures gouvernementales, de sorte à accompagner les ménages justement à survivre un peu, ont été prises. Mais on s'est rendu compte que finalement,
finalement, cette affaire-là, c'était un peu chaud. Il y en a qui ont reçu un poisson, il y en a, c'est quand même terrible, quoi. Il y en a, on a un peu vu l'affaire du préfet enfin, dans le Haut-Ogooué. Oui, dans le Haut-Ogooué, on a vu, c'était assez grave. Il y en a qui prenaient des renseignements, demandaient une carte CNAM-GS, alors que finalement, ça ne tenait sur absolument rien du tout. On regardait votre maison, ça c'est, je raconte ce qu'on m'a dit, hein. Il y a des gens qui ont personnellement vécu ça. De toute façon, on va faire des interviews, on ira faire l'enquête pour voir un peu. On regardait votre maison, si jamais on voyait des carreaux, même de très 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 bas de gamme, on disait non, vous n'êtes pas économiquement faible, on ne vous donnait pas un kit ou un bon. Conclusion, conséquence, résultat. Ah, finalement, il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Conclusion, résultat, conséquence, c'est qu'en réalité, tout le monde n'a pas été servi. Il y en a qui sont toujours en attente de ces kits, de ces aides. Finalement, on tombe là maintenant, tous les compteurs, par exemple, d'électricité ne sont plus éligibles. Même ceux qui l'étaient, je ne sais pas comment ça s'est passé maintenant, c'est un peu compliqué. Comment on gère tout ça? On sait qu'il y en a qui n'ont pas reçu à manger. Même s'ils ont reçu à manger, je crois que c'était le mois dernier. On ne continue pas ce mois. Lorsqu'en moyenne, quand même, au Gabon, c'est 7 personnes dans une maison. Lorsqu'on est confiné, on mange beaucoup plus. Si on mangeait une fois, c'est au moins 2 ou 3 fois désormais. La consommation d'électricité va augmenter. La consommation de l'eau pour ceux-là qui ont de l'eau. Hein, parce qu'il faut quand même être gabonais et avoir le courage de dire qu'il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. C'est le cas de mon quartier. On a parlé depuis très, très, très longtemps. Ne me demandez pas si j'ai pris une douche avant d'arriver, naturellement. Donc, Yves, comment ça se gère tout ça? Bon, déjà, il faut dire que le 3 avril, lors de son discours à la nation, le président indiquait déjà pas mal de choses, notamment pour la mesure d'aide alimentaire. C'était 5 milliards qu'il a mis à disposition pour cela. Indépendamment du fait qu'il y aura encore des opérateurs économiques qui vont construire une banque, qui vont garnir la banque alimentaire. Voilà. Bon, sur le terrain, toi, personnellement, tu as reçu les kits? Rien du tout. Tu n'as pas reçu de kit alimentaire? Rien du tout. Pas de kit alimentaire, pas de bon alimentaire. Parce qu'il fallait s'inscrire avec la CNAM-GS. La CNAM-GS, je l'ai. Je me suis inscrit auprès du chef de quartier. Mais ils n'ont jamais pointé leur nez dans notre zone. Jusqu'alors, on a appelé le 1441. Voilà qui devait ravitailler pour signaler que chez nous, il n'y a pas... Le 1441 ne passait pas. Ah, d'accord. Ne passait pas. Là, je suis un témoin vivant et je crois que par ma voix, beaucoup se retrouvent, peuvent parler par ma voix dans le quartier où je suis. On n'a pas reçu ces kits ou ces bons alimentaires. Mais par contre, il y avait certains qui étaient dans un certain confort, mais qui se retrouvaient avec 2, 3, 4, 5. Et il y avait également un autre trafic qui se faisait, c'est-à-dire puisque le kit alimentaire, le bon d'achat, il est d'une valeur de 25 000 francs. Alors, si quelqu'un te propose de lui donner 5 000 francs, il te donne ce bon d'achat puisqu'il ne l'a pas payé, il a seulement pris, alors il te donne 3, tu lui donnes 15 000. Ça se faisait sur le terrain. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les 60 000 foyers et ménages qu'il fallait atteindre dans le Grand Libreville, on n'a même pas pu atteindre 35 000 ménages. Vous voyez? Donc, en réalité, cette affaire de bons alimentaires ou de kits alimentaires n'a pas produit l'effet escompté. C'est par contre certains opérateurs qui mettaient dans leur quartier certains biens, certains produits alimentaires pour essayer d'accompagner, pour soulager les riverains du quartier. C'est ce qui atteignait directement les ménages que cette affaire de bons alimentaires gérée par le ministère en charge des solidarités nationales. Moi, je le dis, oui. C'est vrai, on a vu, permettez-moi, il faut quand même le souligner, on a vu quand même Madame la ministre, justement, en charge des questions sociales, qui, dans une vidéo qui a été très virale, qui rappelait à ses agents de remettre les bons à tout le monde. On n'est pas là pour savoir qui est qui fait quoi. Ils sautaient les maisons même. Il faut remettre à tout le monde. Le tout n'est pas de dire de remettre à tout le monde. Ouais, mais après, elle n'a pas... elle va pas partout en même temps. Il faut, c'est ça. Il faut peut-être sanctionner. Il faut peut-être sanctionner. Et peut-être, là, on va s'adresser un peu, tu me le permets, aux populations. C'est bien de faire remonter l'information au ministère en charge des questions sociales pour leur dire que vous n'avez rien reçu et peut-être dénoncer un peu la manière
manière dont ça a été fait. Elles ont fait ça, les populations. Si, on connaît le cas derrière la RTG, on connaît le cas là, à Plein-Nouretti, ils se sont soulevés. Il y a eu des soulèvements un peu partout. Ils se sont exprimés. Elles se sont exprimées. Voilà. Malheureusement, c'est toujours pas tombé. Et après, je pense que c'est même à l'issue de cela que la ministre est venue intervenir sur les réseaux sociaux. D'accord, oui, vraiment. Ouais, je voulais dire que ce bien, on va parler des kits alimentaires et des bons d'achat. Moi, dans mes recherches, j'ai classé ça, sinon dans la catégorie des biens publics purs, c'est-à-dire c'est gratuit. N'est-ce pas? C'était un don que le président a fait, que le gouvernement et les autres ont eu à faire. Donc ça devient bien public pur, puisque c'est gratuit. Alors, généralement, la question des biens publics est souvent limitée, n'est-ce pas? Parce que si ce sont des entreprises, ils ont du mal souvent à distribuer, à atteindre bien sûr les objectifs. Voilà. Et notamment, même au niveau de l'État. Mais ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas, c'est que nous avons, j'ai dit ça tout à l'heure, nous avons des associations. Nous avons des mouvements chrétiens et autres. Nous avons des ONG connues. N'est-ce pas? Il fallait prendre des ONG connues, les ONG qui sont sur le terrain, les associations qui sont sur le terrain, les intégrer dans la distribution, parce que chaque association a forcément une base, chaque ONG a forcément... Donc, je crois que ça devait avoir plus d'impact si c'était les ONG, n'est-ce pas, qui se chargeaient, si tu étais chargé de la redistribution de ces... C'est assez subjectif, parce qu'après, dans les... Ces mouvements de jeunesse ont travaillé de connivence avec le gouvernement. On sait comment ça termine après. Ça risque souvent le fait de prendre les gens à la veille, pour dire on prend tel aller distribuer à tel endroit et tout ça, c'est ça. C'est un peu compliqué. Les gens eux-mêmes qui ont faim, on leur donne à manger, à aller partager à manger. On se rappelle déjà l'émission au cours de laquelle on disait attention à ceux-là qui vont distribuer les sacs de riz, parce qu'il y a des détourneurs de sacs de riz. Il y en a qui détournent autre chose, mais il y en a là qui détournent les sacs de riz. Et on l'a vu finalement, c'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai. Non, par rapport à ce qu'il disait, je veux simplement dire que le ministre en charge des solidarités nationales travaillait de connivence avec des associations de jeunesse. On a par exemple vu le Conseil national de la jeunesse. Attention sur cette question. Non, mais ça dépend. Sur cette question, les jeunes du CNJ ont été triés. Puisqu'au départ, c'était ça. Il fallait travailler. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de mouvements. J'ai vu comment ils ont dénoncé ça. Parce qu'en fait, à la base, on a recensé tous ces jeunes-là qui appartenaient aux associations, surtout estudiantines même. Mais après, quand on est arrivé au niveau où il fallait distribuer, on a trié toutes ces associations-là. Moi, je vous dis, avec le président lui-même, du CNJ, avec le président de l'UNEG et tout le... C'était comme ça. On a eu à parler de ça. Il y a eu des vidéoconférences sur ça. Les jeunes se sont exprimés. Donc, il y a eu tout un flou artistique qui n'a jamais existé dans la distribution des biens purs, comme il a dit. Mais cette fois-ci, cette distribution était vraiment bancale, quoi. Très bancale. Et puis, je voudrais soulever aussi un fait, c'est que, bon, c'est pas, vous me direz peut-être parce que je suis étudiant, non. Non, mais écoutez, exprimez-vous, cher ami. Au-delà des mesures qui ont été prises, bon, moi, ce que j'ai regretté, c'est que, vous savez, il y a des étudiants qui ne sont pas boursiers, n'est-ce pas? Et même ceux qui sont boursiers, en ce moment-là, la bourse, je crois que ça ne passe pas pour certains. Et elle ne pèse même pas. Et elle ne pèse pas. Donc nous sommes en situation de crise sanitaire, de crise où personne ne peut sortir. Je crois que le gouvernement aurait pris en compte, n'est-ce pas, la question de l'étudiant, n'est-ce pas, sur comment traverser ou bien se nourrir, n'est-ce pas? Sinon, mais est-ce que l'étudiant, on n'a pas rangé l'étudiant dans la catégorie des Gabonais économiquement faibles? Non, parce que vous savez qu'il y a des étudiants qui n'ont pas ils n'ont pas les cartes SNAM. Bien sûr, c'est vrai. Et il faut rappeler que la dernière fois que ces cartes ont été établies sur le campus, il y a au moins 3 ans. 3 ans. Et que, voilà. Et que ces derniers, généralement, en 2016, je crois, n'ont pas de parents ici. Le campus. Mais si tu vas pas renouveler, tu veux t'attendre. C'était sur le campus voilà, que ça se faisait. C'est-à-dire, être étudiant, c'est quand même avoir un statut particulier. Et il y a des étudiants qui sont à mobilité réduite. Tout à fait. Il y a le président d'ailleurs, et ça c'est bien de le dire, il y a le président de l'association des étudiants à mobilité réduite, qui m'a approché, qui me disait que ils vont dénoncer quelque chose parce que par exemple les frais d'inscription et des collages à l'université, il y aurait un texte qui dit
que les personnes à mobilité réduite devraient payer les frais de moitié, mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a cette histoire aussi de comment les gérer en période de Covid-19. C'est un peu compliqué. Et là, l'université a repris des inscriptions et des réinscriptions. Avec des programmes qui fusent de partout. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Certains étudiants qui sont en libre ville, là, qui n'ont pas de parents, ici, eux-mêmes, ils se prennent en charge, ils louent, n'est-ce pas? Or, tout est fermé, tout est bloqué. Ils ne peuvent pas vaguer à leurs occupations ou bien chercher des petites bricoles et autres. Vous comprenez, c'est bloqué. Et que lorsqu'on vient là actuellement demander à cet étudiant de payer sa scolarité, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je crois que c'est vraiment... Et sans oublier le fait que c'est la plupart des étudiants qui essayaient d'exercer quelque chose, une activité économique, étaient dans ces activités qu'on dit non essentielles. Donc ça devient très pénible. Ça devient pénible finalement. Voilà. Bon, il faut dire qu'on a un peu regardé, fait le tour de peut-être la question des éléments qu'on pouvait aborder avec toi, cher ami Raymond. Est-ce que concrètement, tu penses qu'on pourrait sortir de ce qui se dessine? On n'est pas devin, toi tu es un économiste, tu peux faire des prévisions. Est-ce qu'on pourrait sortir facilement ou faire face facilement à la situation de crise peut-être économique qui nous guette ou dans laquelle nous sommes déjà? Bon, pour le moment, moi je reste un peu sceptique. Je ne peux pas vous dire que c'est possible parce que je vous ai dit tout à l'heure que le monde entier, depuis l'avènement des crises, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu une crise qui a été à la fois une crise sanitaire, une crise d'offres, une crise de choc d'offres, une crise de choc de demande. Or là, ce sont les deux à la fois, n'est-ce pas? Donc, au Gabon, nous n'avons pas de chiffres, donc il n'y a aucune étude qui a été menée qui puisse nous permettre aujourd'hui de nous prononcer. Le gouvernement, c'est vrai, ils essayent de communiquer, mais il y a quelque chose de concret qui puisse aujourd'hui nous permettre de vraiment faire une proposition. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est là, c'est que des mesures ont été prises. Il y a d'autres mesures qui vont encore être prises. Mais le plus important, c'est de mettre, n'est-ce pas, de faire en sorte que ces mesures-là, n'est-ce pas, atteignent les objectifs. N'est-ce pas? Et là, à partir de ce moment-là, on pourra réfléchir sur comment sortir de cette emprise. D'accord. Bah écoute, on te dit merci beaucoup Raymond, surtout pour la clarté de tes propos. Et tu as été le plus clair et limpide possible parce qu'on s'y est pleinement retrouvé. Et vraiment, merci à toi et naturellement, pourquoi pas à ton maître, parce qu'il nous a permis d'avoir quelques lumières. On lui dit merci justement également. Donc, on se sépare de toi, on se retrouve tout juste derrière pour continuer le débat. À tout de suite. Merci. Merci. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Sur le plateau, on ne vous dira jamais assez. C'est un peu difficile actuellement. Il y a le coronavirus et il faut respecter les mesures barrières. Il faut se laver régulièrement les mains avec un gel hydroalcoolique. Il faut avoir sa bavette. Le port de la bavette devient obligatoire en République gabonaise, sinon vous allez payer des amendes. Sinon, après, évitez les accolades, les attroupements de plus de 10 personnes, évitez-les. Il y a quelqu'un qui reprenait les propos du Premier ministre, il disait même les mariages,
c'est à 10, mariez-vous à 10. Bon, il disait pas soyez 10, mari 10 femmes ou 5 femmes, 5 maris, ou non, il disait pas trop de personnes. Donc, ouais, ça fait rire, mais c'est à prendre au premier degré et très, très au sérieux. Donc, il faut tousser dans son coude. Il faut éviter généralement, je me rappelle quelqu'un qui disait, mais on vous dit de ne pas serrer les autres, vous venez attendre le taxi au même endroit que moi. Enfin, il disait à quelqu'un et ça m'a un peu fait rire, j'étais en train de passer, ça m'a fait rire, ben voilà, c'est pour dire que c'est l'affaire de tout le monde. Et justement, avec les panneaux de sensibilisation qu'on a dans la rue, là, il y en a un, c'est super bien édité, on dit « Mon masque et moi, c'est pour la vie ». Voilà, ça veut dire que c'est super intéressant, c'est super important. Si vous vous protégez, vous protégez également les autres. Ça veut dire si vous avez tout le temps votre masque, c'est pas forcément pour éviter d'être contaminé, mais c'est pour parfois éviter de contaminer. N'oublions pas que nous sommes tous potentiellement une personne à risque. Donc, il faut faire attention. Bon, masque à vie. Masque comment? Masque à vie. Bien, c'est jusqu'à la fin du corona. Bah, écoutez, jusqu'à ce qu'on nous dise d'arrêter. D'accord? Il faut montrer le bon exemple. C'est vrai qu'on aurait mis les nôtres là, sur le plateau en direct. On aurait porté les nôtres. Mais ça ne fait pas très bien. Et surtout pour le... Mais on s'est déjà fait thermoflasher. Hein, ah oui, c'est vrai. Mais c'est toujours important de montrer aux gens comment ça se passe, la régie. C'est toujours bien de porter son masque comme ça change rien, ça n'enlève rien. Parfois, c'est même un peu beau, c'est joli et tout ça. Donc, c'était un peu l'exemple qu'il fallait que je donne. Bon, on continue un peu. Déjà, c'était assez clair, assez bien avec notre ami Raymond qui est parti. Et Yves, il se dégage quand même quelque chose. C'est qu'en réalité, compte tenu de l'urgence du moment, les gens ont faim, les gens sont fauchés, ils ont besoin de pognon. On a l'impression que les mesures gouvernementales... en fait, gêne, plutôt que d'arranger, gêne les populations. Bon, ça, si on peut considérer que ça gêne parce que c'était pas dans nos habitudes. Voilà, ça peut gêner. Par exemple, le port du masque, ça gêne, mais c'est nécessaire. Et pourtant, c'est nécessaire de porter un masque actuellement parce que ça sauve plus que ça ne gêne. Donc, mais les mesures, lorsque ça touche directement l'économie, voilà, on ne peut plus avoir quelque chose pour subsister. Je peux dire subsister parce qu'il y a ceux qui sont économiquement faibles, mais qui se débrouillent un peu. Tu vois, qui se débrouillent un peu. Mais lorsque on a bloqué un secteur où ils exerçaient, puisque ces secteurs-là n'est pas vraiment nécessaire par rapport aux autres secteurs, n'est pas tellement essentiel par rapport aux autres secteurs, alors à partir de ce moment, essentiel pour le grand nombre, pour le public, hein, mais peut-être essentiel pour lui surtout. Voilà. Donc, parce qu'il vit, il en vit en fait. À partir de ce moment, il ne peut que maigrir, il ne peut que souffrir. Donc, moi, je pense que pour essayer de voir les choses, puisqu'on a déjà dit qu'on va apprendre à vivre avec. Quand la grippe est arrivée, toutes sortes de grippes qu'on a eues, ça a toujours secoué, après on va machin. Mais c'est vrai que le coronavirus, c'est pas ça, c'est une autre dimension de la grippe et tout le reste, avec tous les symptômes qu'on peut voir. Alors, mais on apprend à vivre avec, ça veut dire qu'il faut désormais qu'on intègre ça dans nos habitudes, que je dois porter un masque, je dois me laver les mains régulièrement, que je dois prendre des distances, je ne dois plus consommer n'importe où, je ne dois plus toucher n'importe quoi. Voilà, c'est à partir du moment que je crois qu'avec cette nouvelle mentalité, lorsqu'on déconfine certains secteurs qui étaient dits non essentiels, on peut parvenir à amoindrir le risque. Donc, l'objectif à atteindre ici, ce n'est pas de tuer. C'est pas de tuer parce que affamer, c'est tuer aussi. L'objectif, c'est de sauver. Mais si l'objectif est de sauver, ça veut dire qu'on doit aussi réfléchir. Je pense que le gouvernement, puisque j'avais entendu le ministre, je ne sais pas si c'est de l'économie, ou un ministre dire à la télé qu'ils étaient en train de proposer un texte qui va régulariser, en fait, régler les choses. Réguler les choses, voilà, merci. Qui va réguler certaines choses concernant les services dits non essentiels, qui sont des secteurs, des services à risque, lorsqu'on ouvre sans tenir compte de certaines mesures. Très bien. Donc, une fois ce texte va passer, c'est à partir de ce moment qu'ils vont déconfiner ces secteurs-là pour que les mesures soient mises et puis que finalement on n'ait pas atteint dans ces milieux-là. D'accord. Oui, c'est vrai, on parle de crise, on parle de Covid, on parle également de mesures de prévention, mais également, entre autres mesures, des mesures d'accompagnement aux populations. Et il est clair que si les populations gabonaises particulièrement devraient compter sur les mesures d'aide du gouvernement pour survivre pendant cette crise sanitaire, il est clair que les populations mourraient.
D'accord. Non pas du Covid, mais à cause de la faim. D'accord. Donc ça veut dire que les populations n'ont qu'à continuer à frauder, c'est ça? Non, les populations... À faire dans le clandestin, dans l'illégal, c'est ça? Si les populations continuent de faire dans l'illégal, comme tu le dis, c'est simplement parce que le gouvernement n'est pas avec ces populations-là. Le gouvernement a, comme je le disais, a mis des mesures d'aide d'accompagnement, mais nous l'avons dit, ces mesures ont été contestées. Beaucoup continuent de se plaindre. Alors pourquoi continuer de compter sur le gouvernement alors que l'on sait que c'est presque une utopie? Bon, moi, je pense que le gouvernement a des bonnes intentions. Bien sûr. Des bonnes intentions, parce que ce qui est dit, on retrouve des bonnes intentions à l'intérieur. Maintenant, c'est l'applicabilité de ce qui est dit sur le terrain. À partir de ce moment, on ne va pas dire que c'est le gouvernement qui veut que les... Non, c'est pas ce que... Moi, je pense que c'est au niveau de ce qu'il faut appliquer et de ceux qui sont les acteurs censés appliquer ça sur le terrain, qui ne font pas clairement suffisamment leur travail. Voilà, sinon, le gouvernement dirait que, bon, nous, on ne s'occupe pas de ça, faites comme vous voulez, et puis chacun se contamine et puis c'est fini pour nous tous. Et c'est pas normal dans un pays voilà. Normal. Bien. Tu nous proposais déjà il y a quelque temps dans Zoom sur de voir un peu comment est-ce qu'on peut se réinventer en période de Covid-19. On va aller donc pour la rubrique Zoom sur. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. Bien, merci. La régie de retour sur le plateau. Simplement rappeler et préciser qu'au bas de votre petit écran, vous avez justement les contacts de l'émission. Oui, au lieu d'envoyer des messages sur WhatsApp pour demander si vous pouvez nous contacter ou de biper, non, mais écoutez, faites des contributions. Vous pouvez écrire, vous faites un message qu'on pourra lire. C'est pas un souci. Si vous êtes à l'étranger, c'est vraiment pas un souci. Si on a mis le contact, c'est pour que vous en fassiez justement bon usage. Alors, Yves, on va pour la rubrique Zoom sur. Concrètement, peut-être nous rappeler un peu le contexte et nous envoyer l'élément. Le contexte, c'est déjà cette crise sanitaire qui bat de l'aile, qui fait des victimes. Et dans ce contexte, il n'y a pas que ceux qui dorment, il n'y a pas que ceux qui sont des victimes, il y a aussi ceux qui sont des acteurs et qui essaient de créer pour sauver des vies. D'abord, c'est la première chose, c'est de sauver des vies. Après, si on peut gagner quelque chose derrière, je pense que c'est de bonnes guerres, c'est de bonnes mises. Donc, c'est ce qui fait la nature de cet élément du Zoom sur, c'est-à-dire que le génie créatif et inventif en cette période de crise sanitaire. Donc, je pense que c'est l'élément que nous allons regarder et puis on va se retrouver derrière s'il faut faire un commentaire. À l'heure où le monde entier vit une crise sanitaire sans précédent due à l'apparition du nouveau coronavirus en Chine le 31 décembre 2019, le génie humain a su se réinventer pour répondre à l'urgence multiforme relative à un tel contexte. Fissurés, bouleversés, les structures sociales et économiques traditionnelles font désormais place à un génie créatif et inventif adapté à la prévention et à la riposte contre la pandémie de Covid-19. De la reconversion de certaines entreprises à la naissance d'autres, des initiatives aussi bien publiques que privées à travers le monde et particulièrement en Afrique qui donnent sens à ce génie dans la production des kits, des produits de protection et de prévention, ainsi que de ceux contribuant à la guérison des personnes infectées. Précisément en Afrique, plusieurs entreprises exerçant dans les domaines du textile, de la biochimie vont se lancer dans la fabrication des masques de protection et des gels désinfectants. Au Nigeria, au Libéria, en Ouganda, en Côte d'Ivoire, au Gabon et bien d'autres pays du continent. Les industries de fabrication des équipements médicaux de haute envergure vont hisser l'Afrique à un niveau de technologie avancée. C'est le cas au Maroc, où un groupe d'entreprises opérant dans l'aéronautique, l'électronique et la programmation ont été mobilisés
dans le pôle de l'industrie aérospatiale de Noirceur pour la fabrication des appareils de respiration artificielle 100% marocains. Dans cet élan, certains États africains vont se lancer dans la recherche des solutions internes au Covid-19 en termes de remèdes. Le cas le plus fréquent est celui de Madagascar, avec son Covid organique issu de l'artémisia, une plante médicale qui pousse dans ce pays insulaire d'Afrique. Comme ces efforts consentis par les personnels de santé qui ont dû réinventer leurs méthodes et leurs offres de soins afin de mieux les adapter au contexte d'urgence sanitaire actuelle. Et enfin, ces différents musiciens et chanteurs qui reflètent eux aussi ce génie de situation. Bien, merci la régie, de retour sur le plateau. C'était assez riche d'informations, de couleurs, d'images, surtout le brassage des pays, parce qu'on a vu plein d'éléments. Là, on a vu un peu comment finalement tout le monde s'est réinventé. En période de Covid-19, c'est à croire qu'à quelque chose, malheur est bon. On a un peu vu nos amis de l'université virtuelle privée du Gabon qui disaient que de leur côté, tout marche très très bien actuellement. Et finalement, il y a quand même les couturiers aussi qui, on peut penser qu'en réalité, ils n'ont pas eu de problème économique en cette période parce que entre la confection des masques et puis transformer en mode, tout ça, c'est quand même gros, hein, Yves? Oui, je pense que ce sont eux qui sont vraiment à la mode. Non, ouais. Ce sont ceux qui sont à la mode. Pourquoi pas? Et le ministère de la Santé et ceux qui sont dans la mode, et les médecins aussi. Ce sont eux qui sont vraiment des acteurs, vraiment les acteurs de la mode actuellement. Des personnes stars, oui, voilà, à la mode. Mais pas une mode où il faut défiler pour une utilité. Non, ça c'est une mode essentielle, une mode utile. C'est-à-dire que ceux qui sont là pour sauver les vies, pour prévenir, voilà. Et je pense que l'ensemble d'éléments que nous avons vus, ça montre vraiment que l'être humain a quelque chose de très particulier, c'est de se réinventer en situation difficile. C'est comme disait Jean-Paul Sartre, que l'homme n'est philosophe qu'en situation. Exactement. Et là, l'humain est éprouvé, l'humain est en situation, c'est à partir de ce moment qu'il crée davantage. Voilà. Mais après, comment l'humain, celui-là qui a son commerce dit non essentiel fermé, comment il peut se réinventer? Mais il peut se réinventer. Par exemple, quand on a dit qu'il y a un moment où on disait que les couturiers là n'étaient pas dans les activités voilà, essentielles. Mais après, ils se sont réinventés pour montrer au gouvernement que nous sommes essentiels. Mais au départ, c'était pas ça. Mais quand ils ont commencé à produire pour les ceux masques... de la friperie, comment ils vont faire? Mais la friperie, ils sont déjà un peu dans le vestimentaire. Bien sûr. Et le vestimentaire est dit non essentiel. Bon, c'est dit non essentiel, mais on peut voir comment il faut adapter cela. D'accord. On peut adapter cela, par exemple, des sortes de foulards qu'on peut distribuer. À défaut d'avoir le masque, on peut avoir un certain foulard. Ça dépend de ce qu'on veut proposer pour lutter contre la maladie. Dans tous les cas, il est clair, Roy, que par rapport aux mesures que nous venons de suivre, avec attention d'ailleurs, beaucoup de couturiers, beaucoup des Gabonais, sinon des Africains, ne pensent pas d'abord à la survie de leur économie. Parce que si c'était le cas, beaucoup ne devraient même pas créer ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, ce à quoi les Gabonais particulièrement pensent, c'est d'abord la survie de l'être humain. S'ils le font, c'est vrai, beaucoup ne gagnent rien en retour. Nous avons vu le cas la dernière fois, nous étions sur le plateau, Christone qui nous disait qu'actuellement, avec cette crise, il ne reste pas les bras croisés. Il continue de confectionner des masques. Et de distribuer. Non pas pour les commercialiser, mais pour les distribuer, simplement parce qu'il veut d'abord sauver des vies. Et je pense que c'est également ce que beaucoup d'autres font. Par exemple, ceux qui ont créé, je ne sais pas, la machine à désinfection, la machine qui sert à désinfecter là. Voilà, donc c'est simplement dire qu'actuellement, c'est vrai que l'économie est un peu chaude, mais le plus important, c'est d'abord de sortir de là vivant. Et c'est ce à quoi le Zoom sur sinon tous ces créateurs-là participent actuellement. D'accord. Ben, écoutez, on vous dit merci pour cet élément. C'était très bien. De toute façon, on a les Bird News et on peut en parler? Forcément, il y a toujours... D'accord. On va pour la rubrique Bird News, c'est tout de suite.
Alors, en l'absence de notre ami Morgane, frappé par un deuil justement, toi tu nous as concocté quelque chose. Quelles sont les news ou les burn news, Davila? Voilà, nous sommes bien sur la rubrique Burn News et plusieurs informations font la une actuellement, mais nous avons sélectionné les plus brûlantes. Voilà, donc nous commençons avec la santé. On parle du déconfinement en France. Alors en France, le confinement a été levé hier lundi, à l'échelle nationale. Ainsi, depuis hier, les cinémas, les centres de vacances, les salles de jeux et les casinos ont rouvert leurs portes. Et cela grâce au large progrès qu'a fait le pays dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Sur le plan scolaire également, toujours en France, les cours ont bel et bien repris à la crèche, au primaire et au collège, bien que ce soit à seulement 2 semaines des vacances. Ouh là là. Eh bien, le strict respect des règles, des mesures barrières sont toujours de mise. Exactement, naturellement. Voilà, donc on va sur le plan culturel, on parle de la célébration de la fête de la musique un peu particulière, oui, au Gabon. D'accord. Voilà, donc ce dimanche 21 juin, le Gabon, à l'instar d'autres pays du monde, a célébré la fête de la musique. Seulement, en raison de la pandémie liée au coronavirus, elle a été célébrée de manière virtuelle. C'est-à-dire que ce sont les réseaux sociaux qui ont servi de plateforme d'expression à la majorité de ces artistes et amateurs. Certains, par contre, étaient en direct au tapis royal où ils ont presté en live, mais sans public. D'accord. Voilà. J'imagine le genre de public, le genre de concert, là, vous êtes en train de chanter et puis personne vous regarde, vous n'avez pas la chance d'être regardé par quelqu'un quelque part, ça peut être un peu chaud quand même, non? Oui, c'est un peu chaud, mais en même temps, après, on se dit, nous sommes... C'est un peu comme chanter sous la douche. Ça. Mais non, là, on se dit qu'on est suivi. Bon, moi, je pense même que c'est un avantage particulier parce que on le fait de manière virtuelle, on est suivi à travers les médias ou sinon les réseaux sociaux. Et l'avantage, c'est qu'on est plus suivi seulement au niveau national, à l'international également. D'accord. Mais l'artiste, quand même, il vit, il est réchauffé par les bains de foule, par les applaudissements directs. Oui, ben après, ils vont devoir se réadapter, comme tu disais, que l'humain a cette faculté de se réadapter justement en toute période. D'accord. La réadaptation, toujours de mise. D'accord. Voilà, alors sur le plan politique, on parle de l'élection du nouveau maire d'Akonda. Au Gabon. Au Gabon, bien sûr. À l'issue de l'élection qui s'est tenue hier à l'hôtel de ville d'Akonda, c'est Yvon Patrick Rombo Guera qui a été élu le maire de la dite commune. D'accord. L'ancien 3e maire adjoint a été plébiscité à une importante majorité par le conseil municipal, soit 35 voix sur les 36 votants. Ouh là là, d'accord. Il faut dire qu'il était aussi seul. D'accord, il était seul, hein? Ouais, à l'unanimité finalement. Voilà, après tout, il faut quand même dire que depuis l'incarcération de l'ancien maire Grégory Lacruche, le poste de maire de la commune d'Akonda est resté vacant. Et bien, heureusement, il ne le sera plus puisque Yvon Patrick a été élu maire de cette commune. Mais après, qu'est-ce qu'Akonda gagne dans tout ça? C'est il le faut nouveau bien maire, c'est les actes qu'ils doivent attendre. Il faut bien un maire. En l'absence du maire, il y avait des trucs qui ne se faisaient pas. Maintenant, on a un maire, on espère que... Avant de parler des actes, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un à la tête de la mairie. Il y a les problèmes d'inondation dans une certaine zone d'Akonda. Oui. Non, je crois que le maire... En saison sèche, chez nous, là, il n'y a plus de pluie quand même en cette période. Bon, je crois que ça va revenir. La mairie d'aujourd'hui ne travaille pas que pendant la saison sèche, c'est aussi pendant la... D'accord, de toute façon, avec le maire de Libreville, d'Akonda. De Libreville, monsieur Léon Josué. Il y a un travail qui se fait et puis on espère que justement ça va arriver peut-être aussi du côté. Il y a un travail qui se fait justement et d'ailleurs le nouveau maire d'Akonda a du pain sur la planche, comme beaucoup disent. D'accord. Voilà, alors en Afrique, sinon à l'international, on parle du ressurgissement de la crise libyenne. Alors justement, à ce propos, la France a dénoncé hier le jeu dangereux que joue la Turquie en soutenant les forces dites rebelles en Libye. La France y voit une menace directe pour la région ou pour l'Europe.
D'accord. Mais pourquoi? Vous y voyez Ouais, également quelque une chose menace? qui se passe en Libye, ça va menacer la France. Pourquoi? Mais qui est à l'origine? Bon, je ne sais pas. C'est pas le Bon, débat. après, Mais ça peut être le débat, puisque nous sommes dans la rubrique, ça peut être le débat. Qui est à l'origine de tout ce qui se passe en Libye? Justement, ce sont justement les débats diplomatiques qui devraient d'ailleurs faire peut-être l'objet d'un sujet ici sur le plateau. Pourquoi pas? Voilà. La France ne fait que déplorer, c'est qu'elle-même, elle a causé. Il faut le dire. Mais justement, on est plus informé. Elle sait qu'il y a des avantages derrière tout cela. Voilà pourquoi elle vient dénoncer le jeu de la Turquie. En quoi la France sera menacée ou serait menacée parce que la Libye est en crise? Si au départ, on n'a pas pensé comme ça. D'accord. Ok, bon. Très bien. Il fallait penser comme ça bien avant. Voilà, fallait pas faire ce qu'on a fait à Kadhafi, comme disaient les autres. Justement. D'accord, très bien. Voilà, c'est la France ou l'OTAN finalement? C'est la France, l'OTAN. C'est la France, l'OTAN. La France, bon, après tout, il y a certains qui disaient, comme Yves l'a dit tout à l'heure, que la France, elle est partout dans tous les conflits. D'accord. De toute façon, la grande France. La grande France, voilà, c'est la grande France. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Voilà, donc toujours dans le cadre des conflits en Afrique, sinon à l'international, on parle cette fois-ci du conflit autour du Nil. Alors, le lointain... En Égypte. En Égypte, bien sûr. Le lointain conflit qui opposait l'Égypte à l'Éthiopie depuis 2011 a refait surface. Justement, l'Égypte demande à l'Éthiopie de réorienter les travaux du gigantesque barrage qu'elle est en train de construire sur le Nil. Mais l'Éthiopie n'entend pas de cette oreille. L'Égypte s'est ainsi vue dans l'obligation de solliciter l'intervention de l'ONU à ce propos. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'ONU, Yves? Rien du tout. Je crois que l'Égypte et l'Éthiopie peuvent s'entendre. Avant d'aller à l'ONU. On avait l'Union africaine avant. C'est ça, avant d'aller à l'ONU. Pourquoi on ne ferait pas déjà au niveau de l'Union africaine? Voilà, c'est vrai qu'ils sollicitent l'intervention du Conseil de sécurité. On dirait qu'il y avait une guerre latente, je ne sais pas. Parce que si on sollicite l'intervention du Conseil de sécurité... On a un Conseil de sécurité au sein de l'Union africaine. Donc, moi, les deux se partagent quand même le Nil, je pense. Donc, je ne sais pas pourquoi ils craignent trop. Peut-être qu'ils voient que c'est un projet de haute envergure. Ou qu'il y a un empiètement finalement sur l'espace de l'autre. D'accord. Ouais. La suite. Dans tous les cas, il est clair que la survie des deux parties en dépend par rapport à ce Nil. Alors, on va terminer ces news avec une note de sport. Un nouveau contrat pour le gardien de but des Panthères. L'actuel gardien de but des Panthères, Anthony Famezui, quitte le club de l'Union sportive SAR Union, où il évoluait en National 3 en France, et s'engage pour 3 saisons avec le club luxembourgeois du FC Rodange 80 en première division. Anthony a de nouveau son destin entre les mains en devenant peut-être le portier numéro 1 des Panthères pour les prochaines rencontres du Gabon en éliminatoire de la CAN 2021 et du Mondial 2022. Ça a bien lieu par rapport à la crise qui fait rage en ce moment. C'est bien d'être portier numéro 1 de l'équipe nationale. Mais après, l'équipe nationale, il faut... Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Non, il y a quelqu'un qui disait les panthères du Gabon ou les chats. bon, je dis, il y a des très bons joueurs. Oui. Mais parfois, ils évoluent dans les clubs qu'on ne connaît même pas. Les clubs bidons, c'est ça? Voilà, les clubs bidons. Parfois, il y a un problème d'ego dans l'équipe qui fait que l'équipe n'avance pas. Mais alors, s'il est portier, même s'il est à Barça ou à Manchester ou à Arsenal comme Aubameyang, c'est pas ce qui compte. Ça marque pas des buts, un c'est portier. pas ce qui manque, voilà. Ce qui compte, c'est qu'on soit performant. C'est vrai que c'est la preuve de la performance. C'est vrai que c'est la preuve de la performance, justement. Voilà, je ne suis peut-être pas spécialiste de sport, sinon de foot particulièrement, mais il est clair que lorsque on sollicite déjà un joueur ou alors un gardien pour un autre club, c'est que naturellement, il est bon. Alors, s'il est bon ailleurs, pourquoi pas il sera pas bon? Vivement que les Gabonais s'en sortent, l'équipe gabonaise s'en sorte à la prochaine CAN. Ou alors, tu as la nostalgie. C'est vrai, il y a un débat dessus. Est-ce que je crois qu'ils sont en train de débattre, est-ce que ça va se tenir cette année encore ou bien... Donc, mais on attend tous. Très bien. Voilà, c'était pour l'essentiel des informations depuis la fin de la semaine jusqu'à présent. D'accord, merci beaucoup Davila. Tout ça c'est quand même un peu compliqué. Hein. Comment ça? C'est un peu compliqué. Gabon, Cannes, Portier,
concert en ligne, etc. C'est quand même un peu chaud. C'est le renouveau mondial, mon frère. Ah d'accord, le renouveau mondial. Enfin, nous y sommes. Mais il y a quand même peut-être, j'ai bien envie de revenir un peu sur une bad news. Le conflit égypto-éthiopien, c'est serait quand même intéressant. Pourquoi pas d'avoir des spécialistes qui viendront un peu nous dire pourquoi on laisse l'Union africaine et on va directement à l'ONU. Ça m'intéresse. Mais tu as des politologues à l'université. Ouais, mais il y a quand même un truc, c'est que généralement, ils n'aiment pas passer à la télé. Hein. Ils n'aiment pas passer à la télé. Mais je crois qu'il y a un géopolitologue qui a toujours été à la télé, monsieur Jonathan Toutou. Très bien. On va justement penser à ce monsieur-là. On va lui adresser une invitation et puis naturellement, on verra d'abord comment ça va évoluer du côté de... Et ça me fait justement penser à quelque chose, Yves. Lorsqu'on va directement... Non, moi c'est Roy. Roy. D'accord. Ça va aller. Juste, je disais, ça me fait penser à quelque chose. Lorsqu'on on laisse l'Union africaine pour aller directement à solliciter l'ONU. Alors, lorsqu'on parle également de la pandémie actuelle, là, on a souvenance que certains pays africains ont déjà trouvé le remède pour faire face à la crise actuelle. Mais qu'est-ce que certains Africains font? Ils laissent ça. Ils préfèrent attendre l'OMS. Sinon, le remède que l'OMS va proposer pour faire face à la pandémie. Alors, c'est dire simplement que peut-être entre Africains, il y a un souci. Mais et si l'Union africaine était dépassée par le conflit, on dit bien que ça date depuis 2011. Ça veut dire que l'Union africaine a montré ses limites. Et peut-être pas. Sans doute. Et on sait qui est l'Union africaine. L'Union africaine, c'est les mêmes chefs d'État qu'on peut, par exemple, désavouer. Peut-être un homologue peut désavouer l'autre. Puisque celui qui est à la tête de la commission de la présidence, machin. C'est plus sérieux. C'est plus sérieux lorsque c'est vu avec autrui. Voilà. Donc, il faut faire sauter et aller. Or, ce qu'il faut faire, c'est de considérer les suprastructures que nous avons sur le continent pour que l'Afrique soit forte. Moi, je pense que c'est ça. Exactement. On a ça, la sous-région a pour elle sa propre suprastructure. Au niveau panafricain, il y a une suprastructure. Il faut régler les crises en interne. D'accord. Sinon, si on ne crédibilise pas nos suprastructures, on ne peut pas s'en sortir. Il faut donner du crédit. Oui. Dans les burn news, on a aussi quand même l'affaire Gbagbo Charles Blé Goudé. Oui. On a finalement ce grand procès qui devient un procès historique. Il n'y a pas que le procès de Nuremberg, finalement, les historiens, peut-être les relationnistes, les internationaux savent un peu de quoi il s'agit. Bon, enfin, tout le monde, parce que c'est le programme de terminale en histoire. Le procès de Gbagbo, Charles Blé Goudé, ça devrait aussi intervenir là-dedans, dans les grands procès de l'histoire. Pourquoi pas? Et il y a quand même un rebondissement, tu le disais déjà, compte tenu de la fameuse tisane du... comment on dit, Covid organique, très bien. Tu disais, actuellement, au niveau de Madagascar, c'est un peu compliqué. Mais il s'agit de quoi concrètement? Bon, là, j'ai appris que s'il y avait un rebondissement de cas et tout, que là-bas, il y avait vraiment, ça s'accélérait déjà. Bon, s'il reste à vérifier. Bon, j'ai vu ça en flash comme ça. Vraiment reste à vérifier, parce qu'après, il y a quand même des retours assez positifs du Tchad qui récemment a acheté un lot justement de cette tisane-là et qui disait que ça fait justement bon impact. Voilà, mais est-ce que déjà c'est pas la même guerre des officines de pharmaceutiques qui veut déjà salir voilà. Écoutez, en tout cas on va vérifier. De toute façon, c'est pourquoi on est face au présent. On va pour la rubrique rapidement Instant Coach avec monsieur le coach Ralph Ngimbi. Qu'est-ce que j'ai, Seigneur, avec le coach Ralph Ngimbi. Voilà, l'utilité du projet professionnel. On regarde, on écoute très attentivement. On se retrouve juste derrière pour boucler l'émission. À tout de suite. Bienvenue dans ce numéro de Instant Coach. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet hyper intéressant
Il s'agit notamment de l'utilité de votre projet professionnel. Alors le projet professionnel va donner du sens à votre formation. J'ai fait un master en management des organisations. Est-ce que c'est parce que je suis très intéressé par la gestion des organisations, notamment la gestion des hommes? Voilà, donc ça va être la première chose. La deuxième chose, à quoi servira le projet professionnel, c'est notamment vous permettre d'être efficace dans votre recherche d'emploi. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que la plupart des personnes en recherche d'emploi, soit n'ont pas entendu parler de projet professionnel, ou elles sont en ignorance de la nécessité d'élaborer un projet professionnel. Parce que lorsque vous n'avez pas un projet professionnel, en fait, vous n'avez rien de pertinent, rien d'efficace véritablement à présenter lors de votre recherche d'emploi, parce que tout ce que vous faites, c'est que, comme on l'entend souvent les gens le dire, hein, je suis prête à faire tout ce que vous pouvez me proposer. Voilà. C'est pas plus tard que ce matin, j'ai eu un entretien téléphonique avec une candidate qui m'appelait et qui m'a demandé, je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous recherchez comme emploi. Elle m'a dit, je fais une licence en ressources humaines, mais aujourd'hui, vu le contexte, je suis prête à tout. Ah non, là, c'est la preuve qu'elle n'a pas un projet professionnel, d'accord. Donc si vous raisonnez encore, si vous avez ce type cette façon de penser, que vous dites les choses de la sorte, comprenez que votre projet n'est pas élaboré. Pour élaborer un projet professionnel va vous aider à être efficace dans votre recherche d'emploi, parce que vous allez vous allez vous orienter vers les entreprises que vous aurez ciblées qui correspondent à votre projet professionnel. Et également, ça va aider lors de l'entretien d'embauche, de manière à ce que, face aux recruteurs, vous allez avoir les réponses qui correspondent à votre projet professionnel. On va dire, si votre objectif, c'est devenir expert dans le domaine du management des organisations, devant un recruteur, vous allez clairement expliquer pourquoi on devait vous choisir vous comme candidat et pas quelqu'un d'autre, parce que voilà, vous êtes ça fait partie de votre objectif, c'est dans votre plan d'action, décrocher l'emploi dans cette entreprise. Et le quatrième point, le projet professionnel également va vous aider à aller plus rapidement et de façon sereine dans votre formation, si vous deviez vous faire une formation à nouveau, ou dans votre recherche d'emploi. Donc, voilà un peu pour résumer ce à quoi va vous servir votre projet professionnel. Pour vous conforter dans le choix de vos études, ça c'est la première chose. La deuxième, il va être utile dans votre recherche d'emploi. La troisième, il va vous permettre de mieux argumenter et vous défendre lors d'un entretien d'embauche. Et le quatrième, c'est également vous aider à être un peu plus serein en termes de candidature. Voilà, être un candidat qui sait ce qu'il veut, qui sait pourquoi il est là, qui sait pourquoi il a candidaté, et également être efficace dans sa recherche d'emploi. Voilà ce que j'avais à partager avec vous pour cette rubrique, notamment sur le projet professionnel. Et nous nous retrouvons pour le prochain numéro avec d'autres sujets encore plus intéressants. Merci. À la prochaine. Bien, merci beaucoup au coach, monsieur le coach Ralph Ngimbi. Bon, nous sommes au terme de notre émission. Finalement, en période de Covid-19, comment faire survivre l'économie? 30 secondes, Yves. Dire qu'il faut considérer que la santé est importante, l'économie aussi est importante. Donc, il faut associer les deux pans. Donc, comprendre l'humain qui doit être guéri et l'humain qui doit manger. D'accord. Bien, merci beaucoup, Yves. Alors, Nabila. Alors, en temps de crise, comment faire survivre l'économie? Je pense que ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'abord de se demander, est-ce qu'à l'issue de cette crise sanitaire, on sera toujours vivant? Eh bien, pour continuer de rester vivant après la crise, continuons de respecter les mesures barrières et sans doute le secteur économique viendra après. D'accord. Merci beaucoup, Davila. Écoutez, on vous dit merci d'avoir regardé Face au présent. Restez naturellement câblés sur les programmes de Nour TV parce que, bon, vous avez quelque chose à gagner, c'est important, naturellement. Et puis après, simplement vous rappeler que les numéros ou encore les contacts qui sont au bas de vos petits écrans pour entrer en lien avec l'émission sont bien évidemment d'actualité. Donc, n'envoyez pas est-ce que. Faites des contributions, vous avez un thème, vous suivez le débat, faites vos contributions et bientôt peut-être on pourra prendre des appels en direct, pourquoi pas. Enfin, c'est selon vous, on verra bien sûr. On vous dit merci d'avoir regardé Face au présent, restez naturellement câblés et surtout, restez face au présent pour mieux structurer l'avenir. À très bientôt, au revoir.